et le taux de change. Au 27 novembre 2024, nos réserves internationales atteignaient 6,117,50 millions dollars américains, couvrant 14 semaines d'importation, renforçant ainsi notre capacité à faire face aux incertitudes économiques. Pour répondre aux besoins d'urgence de la population et soutenir notre croissance économique, nous avons stabilisé le cadre macroéconomique, amélioré l'environnement des affaires et mobilisé les financements à des conditions plus favorables. Ces avancées ont élargi nos marges de trésorerie et permis au Trésor public de financer des projets structurants. Elles ont également relancé, dans le cadre d'un plan d'action accéléré, le financement de projets d'investissement essentiels, notamment le programme local de 145 territoires, le PDL 145T, des infrastructures et voiries de province, ainsi que le développement urbain de Kinshasa. De plus, l'avenant au contrat minier signé avec le groupement d'entreprises chinoises a débloqué des fonds pour entreprendre d'urgence des travaux de voirie de la ville-province de Kinshasa, dont la construction des rocades, la route Moudi, aéroport de Djili, via Kiwanja et Djili-Brasserie, ainsi que plusieurs routes d'intérêt national. Parmi ces dernières figurent les axes Bujimaï-Mouba via Monetitou, Kanyama-Kassese, Kalemi via Manono et Luena, Bujimaï-Kabila, Kindu, Bukavu, Goma, ainsi que la route d'Akoula. Cet avenant qui augure la deuxième phase du programme Minerai contre l'infrastructure permettra de doter notre pays des infrastructures routières de près de 7000 km reliant le nord et le sud, ainsi que l'est et l'ouest du pays, en passant par la grande région du centre. L'implémentation de ce programme dans les années à venir va contribuer à la promotion du marché intérieur, à la création d'emplois, à l'accélération du programme de développement à des 145 territoires, bref, à la diversification de notre économie nationale et au renforcement de sa résilience. Mais très chers compatriotes, il est vrai que la question de la vie chère s'invite aujourd'hui sur la table des décideurs que nous sommes. Je tiens cependant à rassurer la population. Dès la formation du gouvernement après ma réélection, j'ai instruit la Première ministre de prendre des mesures d'urgence pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages. C'est dans cet élan que plusieurs mesures ont été prises, notamment la baisse des prix à la pompe, la stabilisation des prix des tarifs pétroliers et l'apurement des dettes des sociétés pétrolières. Concrètement, le jeudi 3 octobre 2024, dans la zone ouest, le litre d'essence est passé de 3 340 à 2 990. C'est vrai! Et celui du gazoil est passé de 3 435 à 2 979,73 francs congolais. Ces ajustements représentent une diminution de 10% sur l'essence et de 13% sur le gazoil, soit une baisse moyenne d'environ 12% sur l'ensemble des produits. Les répercussions sont déjà visibles. D'une part, la consommation de carburant chez Selcongo a bondi de 45 000 m3 par mois en moyenne à 60 000 m3, soit une hausse de 33%. D'autre part, transporteurs locaux, motocyclistes et chauffeurs de taxi réalisent désormais des économies substantielles sur leurs achats de carburant, tandis que les entreprises bénéficient d'une réduction de leurs dépenses en indemnité kilométrique, libérant ainsi des ressources pour d'autres projets. Ça, c'est mon parti. À la suite de cette baisse des produits
pouvoir d'achat de notre population, le gouvernement a engagé des discussions avec les importateurs. Grâce à ces efforts conjugués, nous enregistrons aujourd'hui une baisse de 5 à 11% sur ces produits de base. Instruit le gouvernement d'orienter sa politique d'approvisionnement vers les sources les plus avantageuses afin de garantir un accès durable et compétitif à l'énergie. Ainsi aussi, pour alléger le fardeau économique qui pèse sur nos concitoyens, sur les instructions, le gouvernement a suspendu la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, et réduit les taux des droits et taxes et redevances sur 8 produits alimentaires de première nécessité. Par cette action, l'État a choisi de renoncer à une part de ses revenus afin de soutenir directement des millions de Congolais qui consomment ces denrées chaque jour. Ce geste a pour but principal d'alléger le coût de la vie et de favoriser le bien-être de nos concitoyens. Dans un tout autre registre, je voudrais dire particulièrement aux Guinoises et aux Guinois que je partage avec vous la préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville et augmentent le coût de la vie pour nos concitoyens. J'ai instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer dans les jours à venir des améliorations ou ajustements significatifs pour remédier à cette situation. Honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, la République démocratique du Congo s'est dotée du plan national stratégique de développement, le PNSD 2024-2028, agricole, témoigne de notre engagement sans faille à créer les conditions nécessaires au développement de ce secteur hautement stratégique pour notre souveraineté. En octobre 2024, dans le cadre de notre coopération avec la Banque africaine de développement, nous avons lancé, par l'entremise du Fonds social de la République démocratique du Congo, le FSRDC, le programme de transformation de l'agriculture, le PTA-RDC, bénéficiant d'un financement de 6,6 milliards de dollars américains sur 10 ans. Notamment, les agences du système des Nations Unies et des partenaires bilatéraux revêtent une importance cruciale. Elles répondent à la situation particulière de notre pays, en particulier dans les zones gravement affectées par les ravages des guerres et des conflits, ainsi que dans les provinces sévèrement touchées par l'insécurité alimentaire. Dans cette dynamique de redressement et de développement agricole, des initiatives concrètes et prometteuses sont en cours. Cette démarche, adaptée aux spécificités de chaque région, appelle à une mise en œuvre urgente pour maximiser son impact et répondre efficacement aux défis de notre agriculture. Dans cette même perspective, le gouvernement, avec le concours de mon cabinet, s'est engagé à amorcer la mise en œuvre de l'initiative de développement des agropoles à travers les 145 territoires du pays, ainsi que la promotion des parcs agro-industriels. Ces projets stratégiques, complémentaires aux pôles de développement agro-pastoraux, visent à accélérer la transformation agricole nationale des activités techniques qui sont sur le point d'être lancées. Par ailleurs, le partenariat public-privé sera mobilisé de manière active pour garantir la réussite de cette initiative. Ces réformes, afin que la gouvernance agricole permette enfin à ce secteur de libérer pleinement son potentiel. L'autosuffisance alimentaire ne doit plus être un simple slogan, mais devenir une réalité. Nous en avons les moyens.
Conscient du rôle crucial de la pêche et de l'élevage dans la diversification de notre économie et la sécurité alimentaire, le gouvernement s'est également engagé dans des réformes structurantes. Pour surmonter les obstacles qui freinent l'augmentation de la production animale et halieutique, le ministère de la Pêche et de l'Élevage a distribué intrants et équipements à des milliers de pêcheurs artisanaux. L'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, le développement de notre secteur agricole ne se réalisera pleinement que si les conditions indispensables sont réunies dans les zones rurales. Réalité, 38 000 km de route de dessert agricole prévus dans le TDL 145 et dans chaque province pour un entretien régulier. Merci. Merci, madame. Merci. Aménager 11 432 km de voies navigables destinées à la vie est un pays qui croit en son avenir. C'est ça. Merci. 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 La République démocratique du Congo s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Je tiens à souligner l'importance de nos projets structurants qui, pas à pas, façonnent notre destin. Ils transforment nos ambitions en réalisations concrètes et insufflent espoir et confiance à chaque Congolaise et à chaque Congolais. Dans la zone économique spéciale de Malou, une nouvelle usine de fabrication de carreaux et de faïence a ouvert ses portes. Saphir Ceramics DRC SA, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, bâtit, grâce à un premier investissement de 40 millions de dollars, crée plus de 1000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects tout en dynamisant l'économie locale. C'est bien. Désormais, nous produisons chaque jour 50 000 mètres carrés de carreaux de qualité à prix compétitif. La mine de zinc de Kipushi par Kiko, fort d'un investissement de 923 millions de dollars, ce projet illustre parfaitement notre ambition du réveil du Congo comme un géant au cœur de l'Afrique. C'est l'une des plus modernes du monde. 200 emplois directs ont déjà été créés, avec une masse salariale annuelle avoisinant 48 millions de dollars. Les projets de transformation locale du zinc sont en cours, ajoutant encore plus de valeur et d'opportunités. Je donne quelques exemples de projets qui fleurissent aux quatre coins du pays. Et bientôt, Kolwezi, Bujimaï, la modernisation de nos aéroports, en
partenariat avec Ethiopian Airlines, dans laquelle l'État congolais détient 51% des parts, ainsi que la reprise des activités du Congo Airways. La tenue des états généraux en cours permettra d'adopter des recommandations claires définissant la trajectoire pour relancer l'ensemble de nos entreprises étatiques. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorable députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, la transformation et la diversification socio-économique de notre pays reposent sur le développement d'infrastructures stratégiques dans des secteurs clés tels que les routes, les chemins de fer, le numérique et l'énergie. Dès le début de mon premier mandat, j'ai pris l'engagement de faire du numérique congolais un levier d'intégration et de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Pour réduire la fracture numérique, principalement causée par un déficit d'investissement, nous avons mis en place des incitatifs financiers destinés à attirer davantage d'investisseurs dans le déploiement de la fibre optique. Ensuite, les travaux et d'extension de la centrale hydroélectrique de la Nouvelle-Ville par l'ajout d'un second module de 4 MW qui permettra d'augmenter la capacité de production de 2 MW à 6 MW d'ici octobre 2026, améliorant ainsi l'alimentation en électricité de la ville de Chikapa et l'accès à l'eau potable pour ses habitants. La finalisation des travaux d'électrification dans les localités de Maïs, Ngema, Malanga et Katokota ont permis de connecter de nouveaux foyers, transformant le quotidien de milliers de personnes. Les travaux d'installation de nouvelles cabines ainsi que ceux de la remise à niveau du poste de Founa vont permettre de densifier le réseau de la Seine d'électrification rurale avec un budget à hauteur de 89 millions de dollars. Ces projets permettront de connecter plus de 47 400 ménages et d'alimenter des activités à usage productif d'énergie, ainsi que d'autres activités économiques. 9 projets de construction de centrales solaires sont en cours d'exécution à Bongatala, Bassam-Toussou, la périphérie de Boutina, la périphérie de Kanaka, Ouvira, Chiléré, Nakanda et 7 MW va bénéficier à 200. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, la modernisation de la fonction publique demeure un pilier essentiel de nos réformes pour renforcer la gouvernance et améliorer l'efficacité de l'administration publique. C'est un enjeu crucial pour répondre aux attentes de nos citoyens et accompagner les priorités nationales. Un État fort et prospère repose sur des hommes et des femmes intègres, porteurs d'un sens élevé du devoir. La qualité de ces ressources humaines est le socle de son efficacité. Cette initiative qui s'étendra à toutes les catégories socio-professionnelles, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes. Depuis le lancement officiel de la couverture santé universelle, le 5 septembre 2020, avec un premier paquet de soins consacré à la gratuité de la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés, le gouvernement a poursuivi sa mise en œuvre en 2024. Dans le secteur de la santé, en lien avec l'atteinte des objectifs de développement durable, la priorité sera accordée à l'extension de la gratuité de la maternité et la prise en charge du nouveau-né sur l'ensemble des 26 provinces. Il en sera de même pour le démarrage du paquet de soins de base qui concernera les policiers, les militaires et les fonctionnaires ainsi que leurs dépendants pour, à terme, couvrir l'ensemble de la population. Lors de la COP29 sur le climat,
tenu à Bakou, en Azerbaïdjan, les pays développés ont pris l'engagement de mobiliser annuellement, d'ici 2035, 300 milliards de dollars américains pour financer les initiatives climatiques dans les pays en développement. Pour permettre aux pays de tirer pleinement parti de ces financements, des réformes structurelles s'avèrent indispensables. Aux défis environnementaux, l'éducation nationale reste un pilier fondamental pour le développement socio-économique, en formant les générations futures et en renforçant les capacités humaines nécessaires à la transformation du pays. Honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs, comme vous le savez, j'avais fait de la gratuité de l'enseignement primaire une des principales priorités de mon premier mandat. Au cours des dernières années, nous avons réalisé des avancées significatives. La prise en charge à ce jour par le Trésor public de 279 145 enseignants de nouvelles unités, aussi bien au niveau maternel, primaire que secondaire, ainsi que le personnel des bureaux gestionnaires, témoigne à suffisance de notre détermination à améliorer notre système éducatif. C'est à ce même titre que le gouvernement a organisé au mois d'août dernier des assises de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté à Bibois, afin d'assurer l'assainissement du fichier B et l'identification des enseignants non payés, dans le but de déterminer l'enveloppe salariale devant être projetée au cours de l'année 2024-2025, afin d'assurer l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants ainsi que des infrastructures scolaires. Dans le cadre des efforts visant à renforcer le système éducatif, le gouvernement a intensifié son engagement en faveur de la science et de l'innovation, donnant un nouvel élan au développement national à la suite du contrat du génie scientifique congolais. Au Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, malgré les progrès réalisés dans plusieurs domaines, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ces ennemis de la République continuent d'occuper une partie des territoires de Rutshuru, Massissi, Irakongo et Lubero, provoquant un afflux massif de déplacés internes. Aujourd'hui, près de 7 millions de Congolais vivent loin de leur foyer, faisant de notre pays l'un des pays les plus touchés au monde par ce drame humanitaire. Je tiens à réaffirmer que nos efforts pour leur porter assistance et protection ne faiblir pas. Grâce à la détermination de nos forces armées et au soutien de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, nous avons repoussé les agresseurs et leurs supplétifs qui comptaient sur une victoire facile et immédiate. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président João Manuel Gonçalves Lourenço de la République d'Angola pour son engagement résolu en tant que médiateur dans la quête de la paix à l'est de notre pays. Je remercie également la SADC qui vient de renouveler d'une année le mandat de sa mission en République démocratique du Congo à Sami Diassi, témoignant ainsi de son attachement au principe de sécurité collective et de son appui dans le processus de pacification. L'opérationnalisation du plan de programmation militaire lancé l'an dernier et poursuivi cette année rendra nos forces armées plus efficaces sur le terrain. J'ai la conviction que cette approche contribuera
rétablir définitivement la paix et à préserver l'intégrité territoriale de notre nation. Les forces de résistance des Ouazalais l'intégrité de notre territoire, ainsi que celle de nos compatriotes, injustement fauchés par la guerre, la violence, la maladie, les calamités naturelles. En leur honneur, je vous invite à pleurer et à observer un moment merci. De sécurité, il est essentiel d'adopter rapidement des mécanismes efficaces de réinsertion pour les jeunes détenus. Une plus grande rigueur dans la répression des actes criminels en conformité avec notre législation s'avère également primordiale. En matériel roulant à la police nationale et aux administrations ou aux administrateurs de territoire pour leur itinérance. Aussi, de la participation directe des citoyens à la gouvernance sécuritaire, il a été mis en place des comités locaux. Au lieu de les considérer uniquement comme des criminels, le gouvernement a choisi d'engager ces jeunes dans des projets de développement communautaire. En les intégrant dans les initiatives positives, nous avons également redonné un sens à leur vie en leur offrant des opportunités de travail et de réinsertion sociale. Toutefois, l'État restera intraitable face à ceux qui tourneront le dos aux opportunités de réinsertion sociale offertes. Grâce à eux, la loi s'appliquera dans toute sa durée. S'agissant toujours de la question de la sécurité, il est essentiel de relever particulièrement que le domaine des affaires coutumières, l'une des sources non négligeables de certains conflits susceptibles de générer de l'insécurité à grande échelle, doit aussi attirer l'attention du gouvernement. Pour répondre à cette situation, le gouvernement a initié plusieurs actions, notamment le dialogue intercommunautaire, le renforcement de la sécurité, la mise en place de programmes d'intégration. Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, face aux défis sécuritaires persistants, la diplomatie joue un rôle crucial en mobilisant le soutien international, en renforçant les partenariats régionaux et en plaidant pour des solutions durables aux crises qui affectent le pays. L'engagement de la République démocratique du Congo à promouvoir ses intérêts stratégiques sur les scènes régionales, continentales et internationales. Notre élection au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies,
imminente au Conseil de sécurité comme membre non permanent témoigne de la reconnaissance internationale de notre engagement pour la paix et les droits humains de notre nation. Dénoncer les complices de la souffrance imposée à notre peuple par nos agresseurs et barrer la route aux manipulateurs, c'est ça même. Ça c'est Pachibato. Balola. Voilà. Au-delà des contraintes, à accentuer notre engagement pour l'éducation des jeunes à travers le sport. Ainsi, pour activer le réveil du sport congolais, plusieurs disciplines ont reçu le soutien du gouvernement central et de la population en général, donnant une énergie supplémentaire aux athlètes qui composent nos équipes nationales et nos clubs. Comment ne pas évoquer les exploits sportifs de nos équipes nationales, de nos clubs, de nos compatriotes porte-étendards du pays supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, travailleront ensemble pour garantir un paysage médiatique professionnel, libre et démocratique. Enfin, le front médiatique s'harmonise avec les fronts diplomatiques, judiciaires et militaires pour protéger une image forte, positive et unifiée de notre pays. De l'état de notre nation. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur la Constitution.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous venons de suivre avec beaucoup d'attention votre discours l'état de la nation et c'est avec votre discours magistral et plein d'espoir ici l'état de la nation. Nous vous en remercions très sincèrement. Nous demandons aux membres du Congrès, sénateurs et députés et au public un standing ovation des applaudissements pour merci. Honorables membres du Congrès et chers collègues, ainsi que vous le savez, au terme de l'article 77 de la Constitution, le message du président de la République